Nous allons donc débuter cette table ronde qui est consacrée à la filière de soins neuropsychiatriques dans la maladie à corps de Lévy. Je vais prendre le temps de présenter les experts qui sont venus me rejoindre, sans me mettre la branche de lunettes dans l'œil si c'est possible. Nous avons la chance d'avoir le docteur Clémence Grange. Vous êtes gériatre à Lyon, chef de clinique, je ne me trompe pas. Vous travaillez beaucoup sur l'UCC, Clean Mobile et consultation mémoire. Le docteur Nathalie Jomard, vous étiez sur le poste qu'occupait Clémence avant. Maintenant, vous travaillez sur les EHPAD du Monde du Lyonnais. Vous avez été médecin coordonnateur et puis pour diverses raisons, vous avez eu envie de revenir dans la prescription et dans le soin. Et maintenant, vous êtes médecin prescripteur en EHPAD. Je ne me trompe pas. Docteur Jean-Michel Doré, on ne le présente plus, hein. Tu es toujours psychiatre de la personne âgée avec des troubles cognitifs qui a des symptômes psychocomportementaux productifs, et pas que, mais psychiatre de la personne âgée. Et Monsieur de Linares, merci d'être avec nous, puisque vous allez nous amener l'œil et l'expertise de l'aidant, puisque vous êtes bien évidemment un des membres fondateurs de l'association A2MCL, et nous vous en remercions. Vous fûtes président plusieurs années, et vous êtes actuellement président par intérim, si je ne me trompe pas. Nous avons fait le choix, enfin les experts ont fait le choix de débuter la table ronde par la présentation d'une histoire qui va nous permettre ensuite de discuter d'une histoire clinique qui est celle, je crois, de Maria, si je ne me trompe pas. Et donc, je laisse la parole à nos deux jeunes collègues pour nous parler de Maria. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde nous entend? Ouais, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci énormément à l'A2MCL. Moi, je voulais juste dire que parfois, c'est pas tous les jours facile le métier de médecin, et qu'en fait, être ici, et ça rappelle aussi le sens de notre travail, et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Alors, on a voulu parler d'une situation clinique parce que si on parle des filières de soins, c'est avant tout pour les patients. Et on s'était dit que c'était un peu plus illustré de le faire avec Maria, Maria est d'origine sicilienne, elle est née en Sicile, mais elle a vécu toute sa vie en France puisque ses parents sont venus ici dans les années 40. Elle a fait un parcours scolaire assez brillant, elle est devenue directrice d'école, et Maria est très coquette, elle aime toujours être apprêtée, bien maquillée, bien habillée. Malheureusement, Maria perd son mari et elle commence à être assez triste. Son fils qui vit avec elle a du mal à la réconforter. Et puis Maria, elle devient triste, de plus en plus triste, jusqu'au point où elle a vraiment des envies de mourir. Elle a aussi des grosses crises d'angoisse. Et un jour, son fils, ne sachant plus quoi faire, l'emmène à l'hôpital. Donc il l'emmène aux urgences parce que il n'a pas réussi à avoir de rendez-vous avec son médecin, que là la situation était dramatique. Et aux urgences, Maria, elle va pas bien du tout, elle explose, elle crie, elle hurle. Et du coup, on essaye de la canaliser, on lui fait une injection de thiapridal, de thiapride, donc un neuroleptique. Et on appelle les urgences psychiatriques et elle a une place, heureusement, en service de psychiatrie de la personne âgée dans ce beau centre hospitalier du Vinatier. Et là, Maria, elle va rencontrer des psychiatres spécialistes de la personne âgée. Elle n'est pas très bien sur le plan moteur initialement, elle est un petit peu raide, un petit peu bloquée. Et du coup, les psychiatres vont se dire injection de neuroleptique, blocage moteur, troubles psychiatriques, mais ne serait-ce peut-être pas une maladie à corps de Lévy? Et ce serait bien qu'on puisse suivre Maria et l'orienter ensuite en consultation mémoire. Tout ça pour dire que finalement, la filière de soins, ça peut être aussi une porte d'entrée psychiatrique et que, comme l'a déjà dit Jean-Michel plusieurs fois tout à l'heure, on peut rechercher une MCL face à une dépression de la personne âgée. Heureusement, Maria va beaucoup mieux avec les traitements. Elle va pouvoir rentrer chez elle avec un rendez-vous en consultation mémoire. Donc Maria, elle est adressée à la consultation mémoire des Charpennes, centre expert mémoire à Lyon, par le grand lien qui lie le Vinatier aux Charpennes.
La consultation mémoire, ça a plusieurs objectifs. C'est déjà évidemment de confirmer le diagnostic, expliquer le diagnostic, comme on l'a entendu tout à l'heure, expliquer, déjà ça va mieux quand on explique aux patients et à ses aidants, donc faire la psychoéducation, et puis adapter le traitement, faire du suivi, et puis orienter dans le parcours, dans les filières, éclairer dans tout ce que peut être ce labyrinthe de plein de structures différentes et de soins et d'hébergement, et puis orienter vers les associations aussi, bien sûr, notamment la 2MCL. Donc la consultation mémoire, c'est une grande porte vers les filières de soins dans le cadre de la maladie à corps de Lévy, pour le suivi, pour la psychoéducation, pour les adaptations thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. Ensuite, donc, Marielle est suivie à la consultation, tous les 6 mois dans l'idéal. Elle a son diagnostic, on adapte un petit peu son traitement antidépresseur, donc ça va un petit peu mieux, puis un petit peu moins bien. On se rend compte que finalement, en plus de la tristesse, elle commence à voir des choses, des personnes chez elle, un peu bizarres, qui lui font peur, surtout le soir. Enfin, vous voyez, quoi, comme ce qu'on a vu ce matin. Et puis, on ne comprend pas trop ce qui se passe, parce qu'évidemment, son fils, Mario, qui vit avec elle à la maison, lui, il ne les voit pas, ces gens-là. Et donc, on a du mal à adapter, on a du mal à comprendre ce qui se passe, on a du mal à adapter son traitement. Et donc, le médecin de la consultation mémoire pense à l'équipe mobile pour aller voir à la maison ce qui se passe vraiment. D'où la robe. Et donc là intervient l'EMA. L'EMA, c'est l'équipe mobile maladie d'Alzheimer. Évidemment, elle porte très mal son nom. C'était joli parce que ça portait un prénom féminin, mais évidemment, c'est une équipe mobile qui est dédiée aux troubles du comportement dans les maladies neurodégénératives, et donc la maladie à corps de Lévy, tout autant que la maladie d'Alzheimer. Cette équipe mobile, donc il y en a peu qui existent sur le territoire français, de plus en plus, mais voilà, c'est une équipe mobile qui est vraiment dédiée aux troubles du comportement dans les maladies neurodégénératives. Et donc à l'EMA, on est des médecins, gériatres, psychiatres, des psychologues, neuropsychologues et des infirmières. On se déplace donc avec notre Kangoo, ou les TCL quand on est un petit peu plus écolo, et on va à la maison voir ce qui se passe, faire une évaluation écologique. Donc au sein de l'environnement, ce qui pourrait jouer sur les hallucinations, ce qu'on pourrait améliorer, prendre un temps un petit peu plus long avec le patient, avec l'aidant, dans des temps séparés, et comprendre mieux ce qui se passe. Ainsi, on va pouvoir faire des préconisations aux médecins de la consultation mémoire, aux médecins traitants, et sur le plan des traitements, et puis sur les adaptations environnementales. Donc les équipes mobiles, finalement, c'est une porte dans notre filière de soins. C'est aussi une porte d'entrée, parfois. C'est comme ça qu'arrivent les patients dans notre filière. Et c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres endroits de la filière de soins. C'est un moment où on peut prendre plus de temps, trouver d'autres clés de prise en charge, et médicamenteuses et non médicamenteuses, et surtout au sein de l'environnement. Vous savez que les troubles du comportement, ils sont très liés à l'environnement dans lequel vit le patient. Du coup, ces équipes mobiles, donc on a parlé de celle qui est très spécialisée dans les troubles du comportement, mais sur le territoire national, il y a des équipes mobiles de gériatrie et la plupart sont aussi sollicitées dans ce même contexte-là pour pouvoir intervenir à domicile. Ces équipes mobiles extra-hospitalières, et il y en a énormément qui fonctionnent sur le même principe d'évaluation, donc souvent sous demande du médecin traitant ou d'un autre professionnel de santé, et qui viennent prendre le temps de cette évaluation. Donc si on revient à Maria, l'équipe mobile est venue à domicile et là il constate quand même que Maria est vraiment très fatiguée, mais son fils aussi est très fatigué, les hallucinations sont assez fortes et puis il y a un petit peu des difficultés à ce qu'elle puisse prendre ses médicaments. Donc du coup le médecin de l'équipe mobile pense que c'est quand même mieux de faire une hospitalisation en unité adaptée, et c'est là qu'interviennent les unités cognitivo-comportementales. Et donc Maria, elle rentre au sein de l'UCC, donc l'unité cognitivo-comportementale, pour plusieurs choses. Un, pour adapter les traitements de ces hallucinations très angoissantes et du coup les troubles du sommeil qui en découlaient aussi la nuit. Quand on introduit des traitements neuroleptiques, notamment la clozapine, parce que là c'est le traitement qu'on va introduire, parfois c'est plus sécurisant de le faire à l'hôpital pour vérifier les effets secondaires, la tolérance, l'efficacité. Et puis aussi pour trouver d'autres clés non médicamenteuses dans la prise en charge. On a dit que Maria, elle était coquette, peut-être que les soins esthétiques, ça lui plaira, que la musique italienne de son enfance, ça l'apaisera. Voilà des petites clés qu'on fait avec Maria au sein de l'UCC. Donc au fur et à mesure de la prise en charge, Maria, elle va avoir moins d'hallucinations, mieux dormir la nuit. Son fils Mario, il est plus content, plus confiant pour l'avenir. Peut-être que lui aussi va pouvoir mieux dormir la nuit et donc
mieux vivre les épisodes dans la journée quand Maria va moins bien. Et donc les petits chiffres 1, 2, 3. 1, c'est pour un profil de patient. L'UCC, c'est dédié aux patients avec des maladies neurodégénératives, donc comme la maladie à corps de Lévy, qui ont des troubles du comportement. Pour 2 adaptations, et médicamenteuses et non médicamenteuses, mais ça, vous l'avez bien compris. Et c'est pour 3 semaines environ. C'était ça qui était décidé quand les UCC ont été créés, maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années. 4 à la rigueur. Bon, sauf que l'UCC, c'est un petit séjour temporaire. C'est pas le Club Med, quoi. Hein, c'est pas l'hébergement. C'est pas les vacances non plus. Et donc, à l'UCC, on n'y reste pas, même si c'est un petit paradis sur Terre. Donc, il faut rentrer à la maison ou évidemment envisager un autre type d'hébergement, et c'est ce à quoi sert aussi l'UCC. Donc finalement, notre UCC, c'est un service de soins adapté pour nos malades à corps de Lévy avec leurs troubles du comportement, pour réadaptation thérapeutique et médicamenteuse et non médicamenteuse, et préparer l'avenir, envisager un autre projet en fonction des troubles de maintenant et de la perte d'autonomie de maintenant du patient. C'est aussi une porte d'entrée dans d'autres types de soins de l'hôpital s'il y a besoin. Donc Maria, grâce aux adaptations thérapeutiques, elle va pouvoir rentrer à domicile, mais il y a un dossier qui a été tout de même préparé pour une entrée en institution au cas où la situation se compliquerait à l'avenir. Et puis, quelques années plus tard, oui, la situation est quand même plus compliquée parce que Maria a beaucoup plus de troubles moteurs, elle tombe, elle a un petit peu d'incontinence de temps en temps. Son fils a beaucoup de mal à gérer ça malgré les aides en place. Et donc, il est décidé d'une entrée en institution. Donc c'est vrai que les EHPAD peuvent avoir 2 types d'unités en général, des unités qu'on appelle d'hébergement conventionnel et les unités de vie protégées. Je vous ai mis des photos de l'établissement où je travaille à Chazelles-sur-Lyon, à côté dans la Loire en fait, frontière du Rhône, mais c'est quand même dans le 42. Et c'est une unité donc, qui a un nom de chapeau qui s'appelle Béret, puisque c'est un ancien lieu de la chapellerie française. Et l'unité donc est fermée avec un code et les patients ne peuvent pas sortir de l'unité. Il est surtout prévu un espace de déambulation, un espace assez convivial pour que les personnes puissent se retrouver et surtout un ratio de personnel qui est un peu plus élevé que dans les unités traditionnelles. Pour notre part, il y a 2 personnes pour 14 résidents en permanence. Donc les unités de vie protégées peuvent permettre à des personnes qui ont des troubles du comportement léger d'être respectées, de vivre à leur rythme sans bouleverser, on va dire, la vie institutionnelle autre. Par contre, malheureusement, ça ne se passe pas très bien à l'UCC à l'UVP pour Maria et elle casse un petit peu tout. Elle fait même mettre des boîtiers pour les extincteurs parce que sinon elle les attrape pour les jeter par terre. Et du coup, Maria va repasser à l'UCC. Et là, il est quand même décidé que, au vu de la sévérité des troubles du comportement, l'hospitalisation, l'entrée en UVP est malheureusement compliquée et on va se tourner vers une autre unité d'hébergement qui est une unité d'hébergement renforcée. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Maria, elle s'est aggravée dans sa pathologie et qu'elle a aggravé aussi ses troubles du comportement, puis sa perte d'autonomie aussi. Et les troubles du comportement, ils ont nécessité d'autres adaptations médicamenteuses à l'UCC et puis d'autres adaptations non médicamenteuses. Et donc, l'UCC, il sert aussi à réenvisager l'avenir, lui faire un autre projet de vie. L'UCC, vous avez bien compris, c'est pas le Club Med d'hébergement, on n'y vit pas. Et donc, on va choisir un autre hébergement. Et l'UVP, ça devient trop limité dans ses capacités, dans ses compétences. Et donc, on choisit l'UHR. L'UHR, c'est un autre type d'hébergement, c'est une unité d'hébergement renforcée. Là, c'est les photos du jardin de l'UHR à Pierre-Garot, ici à Lyon. L'UHR, c'est au sein d'un hôpital, normalement. Ça fait partie des unités de soins longue durée, c'est-à-dire que c'est de l'hébergement, mais médicalisé. Et donc, par rapport à une unité de vie protégée, il y a une astreinte médicale plus importante, qui est là même la nuit. Il y a une infirmière la nuit, ce qui n'est pas le cas au sein de l'UVP. Et normalement, il y a une présence de psychiatre aussi pour pouvoir mieux adapter les traitements. C'est normalement des plus petites unités avec moins de patients, et puis un médecin présent pour adapter les traitements. À l'UHR, c'est pareil, on n'y reste pas. Maria, une fois que
que les troubles vont peut-être s'atténuer. Vous savez, les maladies, elles évoluent. On ne reste jamais figé dans un trouble du comportement ou à un stade de la maladie. Ça évolue. Et puis peut-être qu'il y a des troubles qui vont aller mieux. Peut-être qu'elle va aussi perdre en autonomie et puis ne plus marcher du tout parce que c'est l'évolution aussi de la maladie à corps de Lévy. Et dans ces cas-là, à l'UHR, on n'y reste pas pour jusqu'à la fin de ses jours. Donc, si elle n'a plus besoin de l'unité d'hébergement renforcée, si elle n'a plus besoin de bénéficier de cette unité-là, qui est quand même faite pour des patients, notamment déambulants, parce qu'il y a des portes fermées, c'est une unité qui est fermée, eh ben, Maria, elle va être transférée dans une autre unité d'hébergement. On peut réenvisager son projet de vie. Hein, c'est des projets qu'il faut bien réenvisager de manière dynamique pour nos patients qui évoluent. Et donc finalement, malheureusement, c'est peut-être le cas le plus tardif, mais c'est aussi le cas, l'hébergement, ça peut être une porte d'entrée aussi vers les filières de soins. Ça nous arrive d'avoir des personnes qui arrivent en EHPAD sans avoir jamais eu de diagnostic posé. Et le moment du diagnostic peut être celui de l'entrée en institution parce que du coup, on arrive à ce moment-là à pouvoir avoir un aperçu de ce qui s'est passé par le passé. Il faut utiliser des unités de soins qui sont adaptées aux besoins avec des réévaluations très fréquentes afin d'éviter que les personnes soient dans des unités qui ne correspondent pas à leurs besoins. Voilà, donc c'était juste pour commencer à la table ronde. Bien évidemment, c'est pas du tout un parcours classique. On l'a totalement inventé, histoire de pouvoir présenter un peu toutes les structures en une seule fois. Mais le message clé, c'est qu'en fait, des portes ouvertes, on peut en avoir dans plusieurs moments de la maladie, mais que parfois, il faut savoir quand même former les personnes pour pouvoir trouver ces portes et pouvoir être orienté vers les filières adaptées. Merci Clémence, merci Nathalie. Je vous propose peut-être comme fil rouge qu'on suive un peu l'histoire de Maria pour débattre des différentes filières qui peuvent exister. Et tout d'abord, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, hein, du diagnostic et des méandres qu'il faut parfois suivre avant d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, si on peut dire, qui est celle au moins du diagnostic et d'une prise en soin la plus adaptée possible. Et peut-être ça peut être intéressant, Monsieur de Linares, d'avoir le point de vue de l'aidant qui a connu ce parcours-là et comment vous voyez un peu, vous, par rapport à cette histoire de Maria, est-ce que vous vous y retrouvez et est-ce que ça vous évoque des choses? J'imagine que oui. Oui. Alors, vous m'entendez là? Voilà, là ça fonctionne. Bien, oui, ça évoque beaucoup de choses. D'une part, pour mon histoire personnelle, évidemment, mais aussi par ce qu'on entend de la part des familles qui nous appellent tous les jours sur ces sujets-là qui sont très, très prégnants. Alors, je vais être un peu, je vais peut-être un peu casser l'ambiance qui était très bonne, hein, au début. Je suis désolé, mais je suis un peu obligé parce que Maria, je dis, elle a vraiment eu de la chance. Et j'avais envie de dire, maintenant, il faudrait que tous les malades à corps de Lévy viennent s'installer à Bron. Comme ça, ils commenceraient par le Vinatier et ils auraient après un parcours qui me semble bien adapté. Malheureusement, c'est ce qu'on disait au début, au fin fond de la France, dans des endroits un peu perdus, les gens ne sont pas toujours bien diagnostiqués et ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Pour ma part, moi j'ai découvert les UCC, équipe mobile et tout le fourbi longtemps après le décès de ma femme. Avant, je ne savais pas que ça existait. Elle est passée par les urgences, à un moment où les troubles du comportement étaient très virulents, sur les recommandations d'un médecin, évidemment. Ça s'est très mal passé. Elle a eu droit à tous, les neuroleptiques, méconnaissance de la maladie. Bon, je ne décris pas le parcours, mais qui est tout à fait classique et qui n'a fait qu'augmenter les troubles. Et après, on ne savait plus quoi faire. Je ne savais même pas qu'il y avait des UCC, Donc, elle s'est retrouvée en établissement. Un établissement, heureusement, à peu près bien adapté, mais qui n'a fait que, on va dire, faire terminer l'évolution de la maladie. Ceci pour dire que, pour nous, il y a une première difficulté, c'est
une méconnaissance de l'existant, surtout quand il est bien, de l'existant dans la France et de sa répartition. En plus, ce sont des lieux très différents dans la qualité d'un endroit à l'autre. Je ne doute pas de la qualité du vinatier, Maria peut en témoigner, mais l'histoire de Maria en témoigne. Mais malheureusement, il y a plein d'établissements qui, souvent, par manque de connaissance de la maladie, je suis très, très clair là-dessus, on a des retours très précis qui font que ça se passe mal. Les diagnostics, ça commence au diagnostic, ça a déjà été évoqué 36 fois. Malheureusement, il n'y a pas des centres mémoire comme ici partout, ou comme à Strasbourg, où il y a un taux de malades à corde, il y a une épidémie de malades à corde de Lévy à Strasbourg. Voilà, mais ça, je ne vais pas faire le procès de l'existant, mais il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour faire en sorte que le parcours adapté pour les malades à corde de Lévy soit meilleur, mais soit aussi plus étendu dans le reste du pays. Un petit mot, c'est tout à fait significatif, on a parlé des équipes mobiles. Nous, on trouve que les équipes mobiles, c'est très bien. C'est très bien, ça évite la rupture, et c'est même, je pense vraiment que si on peut éviter qu'un malade à corde de Lévy, qui a des troubles du comportement, qu'on va sortir de chez lui, qu'on va le séparer de sa famille, qu'on va le mettre dans un endroit inconnu, ça c'est difficile, alors qu'une équipe mobile qui va intervenir sur place, elle peut faire quelque chose qui est très rassurant pour le malade, très apaisant, pour la famille aussi, pour les aidants qui vont comprendre ce qui se passe, qui vont pouvoir prendre de la distance. Je crois vraiment qu'on a quelque chose à faire de ce côté-là. Après, c'est quand même très significatif. Équipe mobile, elle s'appelle équipe mobile maladie d'Alzheimer. Et quand on les voit arriver, eh bien, il y en a qui connaissent très bien la maladie à corde de Lévy, je n'en doute pas, mais il y en a d'autres qui la connaissent pas du tout et qui le disent très franchement, puisque elles nous demandent des formations. Donc là aussi, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je voudrais dire aussi que je pense qu'à partir du moment, si le diagnostic est suffisamment précoce, s'il y a eu de l'éducation thérapeutique suffisamment tôt pour le malade et pour les aidants, si la maladie est bien comprise par le malade, qu'il connaît les symptômes qu'il peut rencontrer, ça sera beaucoup plus facile pour lui. Il nous en témoigne, tous les malades que nous avons, Patrice pourrait en témoigner, ils sont beaucoup plus apaisés, les troubles de comportement n'arrivent pas ou arrivent beaucoup plus tard, ils vivent beaucoup mieux la maladie. Là, on en a, vraiment, je crois que je vois le professeur Frédéric Blanc qui approuve. Je crois que pour moi, c'est un élément, si on peut éviter les troubles du comportement, évidemment, on réduit ce parcours-là. Et ça me paraît essentiel. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur le sujet. Mais je sais que ça progresse très vite. Et ça, c'est le côté message d'espoir. La connaissance de la maladie étant bien meilleure, on le voit, on a quand même des exemples de réussite totale au-delà de Maria qui nous rassurent sur l'avenir. Merci, Monsieur de Linares. J'avais envie de poser un peu la question au psychiatre. Comment tu vois le rôle du psychiatre dans le diagnostic, dans la pose du diagnostic de maladie à corde de Lévy, quel que soit le niveau ou le moment où tu peux voir le patient, que ce soit avec des difficultés légères, avec des symptômes psychocomportementaux ou avec des comportements déjà beaucoup plus productifs. Et est-ce que tu aurais des drapeaux rouges ou des messages qui te paraissent importants à dire pour éviter justement ce que pouvait nous rapporter Monsieur de Linares, le non-diagnostic ou la non-compréhension des troubles? Alors, merci Eric pour ta question. Alors, le parcours de Maria
bien sûr, il est fictif, mais il illustre bien aussi la difficulté du parcours de soins. Alors, quel est le rôle du psychiatre? Il me semble déjà que le psychiatre peut intervenir à différents niveaux du parcours de soins, et notamment, un moment qu'on oublie souvent, c'est que le parcours ne commence pas quand on pose le diagnostic. Il commence bien avant, et à travers les témoignages qu'on a eu ce matin, on se rend bien compte que c'est le parcours du cœur battant avant de pouvoir arriver au diagnostic de maladie à Corps-Lévy. Puis une fois que le diagnostic a été posé, ça reste encore difficile. La maladie à Corps-Lévy, elle commence souvent par des manifestations psychiatriques qui parfois miment en tout point les pathologies qu'on nous a appris, nous, à l'université. La maladie à Corps-Lévy, elle peut commencer par un épisode dépressif caractérisé, Pierre Nicot nous en a parlé. Parfois, elle peut prendre la forme d'un tableau de schizophrénie tardive ou de troubles psychotiques un peu atypiques. Pourquoi pas un syndrome de stress post-traumatique. Et donc, c'est une maladie qui est très trompeuse. Et le psychiatre va chercher ce qu'il connaît. Et donc, on peut très facilement aller vers l'erreur diagnostique. Donc, ce qui est très très important en soins primaires psychiatriques, c'est déjà d'améliorer, je pense, le niveau de formation des psychiatres du côté des maladies neurodégénératives, sachant que ces maladies neurodégénératives ne commencent pas toujours à un âge gériatrique. On peut très bien avoir une maladie à Corps-Lévy qui commence à 50 ans, et donc il faut savoir y penser. Donc, il y a des actions à mener qui devraient aller dans ce sens-là, et je pense en fait dès la formation initiale. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une certaine inertie, que ça va prendre du temps, mais il faut former les internes à savoir identifier, reconnaître ces maladies neurodégénératives, même si ça ne constituera pas forcément notre cœur de métier plus tard. On ne va pas demander au psychiatre forcément de soigner une maladie à Corps-Lévy. Mais il est là, c'est ce que je vous disais en préambule dans l'allocution d'ouverture, il faut qu'on agisse comme sentinelle et se dire tiens, il y a une atypicité dans ce tableau clinique. Il ne faudrait pas que je passe à côté d'une maladie à Corps-Lévy, parce que si je passe à côté, il peut y avoir un préjudice important pour la personne et pour son parcours de soins. Et au pire, on pense à tort à une maladie à Corps-Lévy alors que ça n'en est pas une. Là, il n'y a pas d'erreur. Au bout du compte, on peut toujours revenir en arrière. Bon, à Lyon, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du DES de psychiatrie. Donc, il y a quelques internes ici, mais il me semble que la plupart des promotions maintenant savent identifier les maladies neurodégénératives et surtout la maladie à Corps-Lévy. Donc, il y a déjà des choses qui vont dans le bon sens. Après, dans le parcours de soins, Maria, elle arrive directement aux urgences. Je me dis que c'est dommage parce qu'elle avait quand même un tableau dépressif avant, et que la psychiatrie de la personne âgée, c'est aussi prendre en charge la dépression. Il faut identifier ces tableaux et puis chercher à les traiter. Puis quand on se rend compte que la dépression évolue mal, il faut anticiper. Et donc il faut aussi savoir programmer des hospitalisations pour éviter ces hospitalisations en urgence qui sont souvent délétères. Alors elle a eu de la chance, elle n'est pas restée coincée trop longtemps aux urgences, mais même chez nous, c'est pas toujours le cas. Quand on n'a pas de lit, on n'a pas de lit. Et c'est pas simple. Donc il faut aussi absolument développer les hospitalisations en urgence non programmées. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes organisationnels qu'il faut mettre en place pour avoir un certain nombre de lits disponibles chaque semaine en cas d'urgence non programmée. Et puis il faut se rassurer, si ces lits ne sont pas occupés par les urgences non programmées, ils seront occupés par d'autres situations. Donc ça, c'est vraiment à prévoir dans les organisations. C'est pas toujours facile de le faire. Peut-être à cause d'une grosse difficulté qu'on a, et c'est valable pour toutes les spécialités, mais souvent quand on accueille des personnes qui ont des maladies neuroévolutives, des maladies à Corps-Lévy, on propose une séquence de soins, mais parfois on arrive trop tard dans l'évolution de la maladie et la dépendance est là, et le retour à domicile n'est pas possible. Et bien souvent, les personnes restent très longtemps à l'hôpital, alors qu'elles ne bénéficient plus de soins actifs. Donc elles ont besoin de rester à l'hôpital, elles ont besoin d'être protégées, mais ce temps d'hospitalisation va nous empêcher d'accueillir rapidement d'autres patients qui peut-être auraient besoin de soins. Et donc il faut absolument améliorer l'articulation entre le sanitaire et le médico-social pour pouvoir trouver vraiment des chemins assez courts afin de trouver des lieux d'hébergement qui sont adaptés. Alors l'argument qui est souvent mis en avant, c'est le financier, mais gardez à l'esprit qu'une hospitalisation en psychiatrie, c'est à peu près 1 000 € par jour. Et donc quand on reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois en psychiatrie, ça coûte très cher et ça coûte beaucoup plus cher que plusieurs mois d'hébergement en EHPAD. Mais ce ne sont pas les mêmes financeurs. Et donc il n'y a aucune communication entre ces différents systèmes de financement. Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense que le système est dimensionné pour recevoir tout le monde. En revanche, l'organisation des parcours pêche à plusieurs niveaux. Il faudrait avoir des leviers pour agir sur ces éléments-là.
Alors, le psychiatre, il est là pour identifier la maladie, orienter vers les spécialistes si c'est nécessaire, hein, quand lui-même n'a pas forcément la compétence pour l'accompagnement dans la durée. Il y a peut-être un autre moment où la psychiatrie peut agir, ça va être les périodes de décompensation comportementale. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois des décompensations qui sont uniquement en lien avec la maladie. Et puis parfois, on peut avoir des comorbidités psychiatriques qui sont absolument authentiques. Et donc le risque sera de ne pas recevoir un patient dans un service de psychiatrie, puisqu'il a une maladie à Cordes-Lévy, et qu'une maladie à Cordes-Lévy, c'est du neurologique et c'est pas du psychiatrique. Et donc il faut absolument décloisonner les disciplines. Ça, c'est également un enjeu de l'avenir. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand un patient est difficile et quand il arrive via une porte d'entrée, que ce soit la gériatrie, la neurologie ou la gériatrie ou la psychiatrie, la difficulté fait que personne ne veut vraiment le recevoir et que c'est difficile de réorienter la personne vers le bon endroit. Ou parfois, finalement, la situation est difficile pour tout le monde et donc la prise en charge doit se faire là où la personne arrive. C'est également une autre option. Donc si j'en reviens aux présentations psychiatriques, oui, on peut avoir des dépressions mélancoliques dans une maladie à Cordes-Lévy. La maladie à Cordes-Lévy, on sait la soulager, mais on ne sait pas la guérir. En revanche, les dépressions mélancoliques, on sait les soigner, on sait les guérir. Et on a des traitements qui sont extrêmement efficaces. Parfois avec les médicaments, mais les médicaments sont mal tolérés dans la maladie à Cordes-Lévy. Et régulièrement, dans nos unités, on va soigner des dépressions mélancoliques associées avec une maladie à Cordes-Lévy, avec de la neuromodulation, donc de la sismothérapie. C'est ce qu'on appelait avant les électrochocs. Ça fait peur à tout le monde, mais c'est extrêmement efficace, c'est très bien toléré, et ça améliore grandement les symptômes cognitifs au début et dépressifs. Alors, sur la cognition, ça ne dure pas. Sur la dépression, ça peut durer. Donc, on a notre rôle à jouer et ça sauve des vies, la sismothérapie. Quand il s'agit de décompensation plutôt de nature psychotique, eh bien, on sait manier les psychotropes, on fait attention et je pense qu'on peut proposer des alternatives thérapeutiques parce qu'on a une connaissance des pathologies psychiatriques, des comorbidités associées et une vision, une grille de lecture qui n'est pas la même que celle des neurologues, qui n'est pas la même que celle des gériatres et qui est complémentaire. Et donc les psychiatres peuvent aussi proposer une valeur ajoutée. Mais là encore, on est confronté à ce problème de réorientation une fois que la séquence de soins est terminée, ce qui peut être à l'origine de réticence de beaucoup de mes confrères et qui s'appuient derrière la maladie neurologique pour dire je ne veux pas parce qu'après je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire en cas d'hospitalisation inadéquate qui va se prolonger. Et puis enfin, les psychiatres ont probablement leur place également en institution. Faut pas l'oublier. Il faudrait des temps de psychiatres, aider les patients. C'est aussi aider les équipes. Il y a des situations difficiles qui ne relèvent pas de prise en charge médicamenteuse, qui relèvent d'une prise en charge institutionnelle. Donc comprendre la maladie, bien sûr, mais savoir-faire, savoir-être avec les symptômes des patients, pouvoir les accompagner en fonction de ce qu'on en a compris. Et c'est important d'avoir des regards extérieurs. Et puis c'est important que les psychiatres puissent expliquer les symptômes, ceux qui sont de nature neurologique, mais également ceux qui sont de nature psychiatrique. Parce que quand on explique un symptôme, il est mieux compris. Et quand on comprend un symptôme, eh bien, on va finalement beaucoup mieux l'accompagner. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à raconter. Je te laisse la parole, Eric. Merci, c'était extrêmement clair, comme d'habitude. Je vous propose à la fin de la table ronde qu'il y ait un temps d'échange avec la salle. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai envie, tant qu'on en reste au diagnostic, de me tourner vers mes amis gériatres. Et peut-être avec deux casquettes différentes, la gériatre hospitalière, du CC, de consultation mémoire, et peut-être la gériatre d'EHPAD que je mettrais dans un grand chapeau de médecin traitant, parce qu'on pourrait inclure aussi le médecin généraliste là-dedans. Comment vous voyez votre rôle dans la pose du diagnostic ou dans, une fois de plus, les messages d'alerte que vous devez avoir? Et j'avais envie de vous poser deux questions. À l'une, est-ce que finalement il faut se lancer dans du dépistage systématique de la maladie à Cordes-Lévy en consultation mémoire, quelle que soit la plainte qui nous est amenée? Et des fois, il est vrai qu'on a d'expérience, on a des surprises, parce que quand on pose des questions, on a des réponses. Et puis, deuxièmement, en EHPAD, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas trop attaché à ce qui est écrit dans les dossiers? Et est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, savoir remettre en cause un diagnostic et qu'un patient qui est assis en permanence dans l'entrée de l'EHPAD, c'est pas normal. Un patient qui somnole toute la journée, même en dehors de la période postprandiale, c'est pas normal. Un patient qui se met à marcher doucement, c'est pas normal. Un patient dont on parle et dont personne n'est d'accord sur le plan de soins, c'est pas normal et c'est peut-être des fluctuations cognitives. Donc je veux pas induire les réponses, mais je pose ces deux questions-là.
Merci pour les questions et du coup les réponses aussi. Je crois qu'ici on est tous convaincus qu'à la consultation mémoire, évidemment qu'on doit rechercher systématiquement la maladie à corps de Lévy. À la consultation mémoire, parfois c'est le patient qui a une plainte mnésique, parfois c'est l'entourage. Quelle que soit la plainte, en tout cas, quand il y a eu un changement par rapport à avant, et on l'a entendu tout à l'heure, on doit chercher nos drapeaux rouges de maladie à corps de Lévy parce que ça a un énorme impact et sur l'évolution, pour expliquer au patient et son entourage, et sur la thérapeutique, et sur les différentes adaptations qu'on peut faire, et dans le traitement, et dans les filières de soins. Donc évidemment qu'on doit le chercher systématiquement, mais pour ça, en effet, il faut poser les bonnes questions pour chercher les bons symptômes. Et c'est aussi pour ça qu'on doit être très bien formé à la clinique et à l'entretien clinique du patient et de son entourage. Évidemment que si on demande au patient s'il a des hallucinations, il ne va pas forcément nous répondre et qu'il faut trouver des petites questions du quotidien pour aiguiller l'entourage à nous répondre à nos bonnes questions. Et ça, je crois que c'est aussi beaucoup de pratique et puis beaucoup de formation des jeunes gériatres, des jeunes neurologues ou des jeunes psychiatres qui vont faire de la consultation. Il y a autre chose aussi à l'hôpital, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de patients qui arrivent dans la filière de soins sans diagnostic de la maladie à corps de Lévy ou parfois avec un autre diagnostic, et notamment à l'UCC. À l'UCC, donc parfois, on rentre dans la filière de soins cognitivo-comportemental juste par le comportement. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un stade déjà très dégradé, très explosé sur le plan du comportement, et on a tous des images en tête de ces patients-là. Et donc, ils arrivent à l'UCC sans forcément de diagnostic, ou alors parfois avec un diagnostic d'une maladie d'Alzheimer probable, ou d'une maladie vasculaire, démence vasculaire probable. Et en fait, ces patients-là, ce sont des maladies à corps de Lévy, et donc c'est très important de redresser les diagnostics aussi en hospitalisation, de critiquer les diagnostics qui avaient été posés ou pas, pour adapter les traitements et les évaluations, les adaptations environnementales, et filières de soins. Est-ce que ça répond à la question? Parfaitement. Super. Oui, alors juste avant de parler de l'EHPAD, je voulais juste, c'était pour moi important aussi de dire que les équipes mobiles ont aussi, à mon sens, une place dans le diagnostic, parce que pour en avoir fait pas mal d'années, en fait, c'est un endroit où on peut vraiment aussi prendre le temps de poser toutes ces questions-là et de faire une sorte de consultation mémoire à domicile, en fait. Parce qu'on a aussi la possibilité de faire un peu des tests, on a la possibilité de se renseigner sur le mode de vie et les coutumes. Et donc, voilà, pour moi, c'était important de pouvoir aussi en reparler. Et du coup, en équipe mobile, vous entendez équipe mobile gériatrique extra-hospitalière, tout comme équipe psychiatrique, psychogériatrique, va-t-on dire? Voilà, notamment en équipe mobile gériatrique. Voilà, moi j'en ai fait. Voilà. En tout cas, nous, on faisait beaucoup ça aussi, et des diagnostics de maladie à corps de Lévy à domicile. Pour l'EHPAD, effectivement, malheureusement, c'est aussi un lieu de diagnostic. En tout cas, alors, je pense avoir eu la chance, étant issue aussi de la filière auparavant des Charpennes, etc., d'avoir été assez bien sensibilisée, notamment à la maladie à corps de Lévy. Et donc, du coup, on peut avoir effectivement des diagnostics que moi, j'ai remis en question à l'arrivée dans l'établissement. Et je crois que c'est un peu un soulagement pour les familles, même si c'est tardif, de comprendre a posteriori ce qu'elles ont vécu avant. Et je crois que c'est aussi le rôle du médecin, qu'il soit coordonnateur ou prescripteur, ou enfin peu importe de son rôle précisément, mais en tout cas de faire une évaluation, et notamment une évaluation gériatrique un peu approfondie à l'entrée de la personne, et de reprendre son parcours, et y compris son parcours sur le plan cognitif, comportemental, et voilà. Et je crois que c'est vraiment un moment qui permet de rétablir aussi certaines vérités. Et parfois, en fait, on a aussi des copathologies, on n'en a pas encore trop parlé, mais il peut tout à fait être fréquent qu'une personne ait été diagnostiquée d'une maladie et qu'en fait, il y ait des symptômes à corps de Lévy quand même, et qui se parlent et qui se mettent à parler un peu plus tard dans le temps. Et je crois que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. On peut avoir eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer authentique, mais quand même plus tard, développer une maladie à corps de Lévy avec tout le retentissement que ça peut avoir, et notamment la dangerosité des antipsychotiques. Merci. J'avais une autre chose qui m'a interpellé, Monsieur de Linares. Vous parliez tout à l'heure d'éducation thérapeutique. Vous savez, ou je vous le dis, les nouvelles recommandations
pour la prise en soin des symptômes psychocomportementaux liés aux maladies neurocognitives ont été publiés au mois de septembre et sont largement téléchargeables sur 3 sites au moins, qui sont les 3 sociétés savantes qui ont coordonné le travail, c'est-à-dire la Société française de gériatrie, la Société de psychiatrie de la personne âgée et la Fédération des centres mémoire. Et il est vrai que alors le professeur Blanc a coordonné le groupe sur la maladie à corps de Lévy, et quand on regarde le groupe prise en soins non médicamenteuse, la seule prise en soins non médicamenteuse qui statistiquement montre une efficacité, c'est effectivement la formation, et la formation des aidants, tout comme la formation des soignants. Comment vous voyez la place de l'éducation thérapeutique dans la filière de soins, et est-ce que, de votre expérience, il faudrait développer de l'éducation thérapeutique qui soit spécifique à la maladie à corps de Lévy, ou est-ce que finalement on est dans une prise en soin globale des maladies neurocognitives et que ça peut tout à fait s'imaginer avec des patients et des aidants atteints d'autres pathologies? Je pense qu'il faut une éducation thérapeutique qui soit vraiment adaptée aux malades, donc qui prenne en compte les spécificités de la pathologie. Et ça me paraît essentiel. Alors, il y a des points communs avec d'autres pathologies qui peuvent être peut-être, qui méritent, qui peuvent faire partie de la même formation. Mais une formation spécifique sur la maladie me semble indispensable. On en a parlé pour les malades. Ça se fait dans certains hôpitaux comme à Fernand Vidal à Paris. Ça se fait, nous le faisons au sein de la DMCL. Pour les aidants, c'est manifeste qu'une formation spécifique sur la maladie leur apporte beaucoup. Ça se fait dans notre association. Pour les soignants, je pense en particulier à tous les soignants, je dirais les soignants de première ligne, ceux qui sont les fantassins là, juste devant le malade tout le temps, toute la journée, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes. Ces personnes-là ont besoin d'être formées. C'est quelque chose qu'on met en place d'ailleurs au sein de l'association. On a reçu un financement de la part d'un mécène pour ça, pour faire de la formation dans toute la France à des groupes de soignants qui souhaiteraient que ce soit dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans des associations d'auxiliaires de vie. En fait, toutes ces personnes qui sont en première ligne, la connaissance de la maladie, y réagissent beaucoup mieux. Merci. Parmi les professionnels de santé, je ne sais pas s'il y en a qui ont cette habitude de l'éducation thérapeutique et qui ont un avis sur le sujet. Au sein de l'EHPAD, moi j'ai fait des petites formations aux équipes sur la maladie à corps de Lévy quand on a posé des diagnostics. Alors c'est des topos très simples en général pour vraiment désamorcer aussi les situations, expliquer surtout, et je crois que c'est un des symptômes les plus déroutants, c'est les fluctuations et ce changement en fait de la personne, et notamment dans ses capacités fonctionnelles aussi entre le lundi et le mardi, ou entre le lundi matin et le lundi après-midi. Et cette impression des fois que peut-être que non mais là elle doit faire exprès parce que ce matin il n'y a aucun problème pour le transfert, là c'est impossible, on a dû prendre le lève malade, voilà. Et en fait ça, de l'expliquer et de faire en sorte qu'il ne surstimule pas la personne au moment où elle n'est pas en capacité, ça, je pense, ça a beaucoup aidé les équipes aussi à comprendre ça. Et l'autre enjeu, c'est avec les équipes de nuit. Alors c'est parfois un petit peu plus facile, mais notamment sur toute la gestion de l'agitation nocturne et de ce qui peut être fait lors des réveils parfois où il y a beaucoup de confusion au réveil, au milieu de la nuit. Et pareil, là, d'expliquer aussi les symptômes et comment on peut rassurer la personne. Je pense que ça peut aussi aider les équipes et bien sûr le patient à être moins en difficulté. Merci. J'entendais tout à l'heure également qu'on parlait du CC. Alors vous disiez, ça fait
une dizaine d'années que les UCC existent. Alors de mémoire, c'était le plan 2004-2007 qui a créé la labellisation des UCC. Les 4 premières en France ont été créées en 2008. Mais finalement, on se demande, nous qui ne savons pas ce qu'est une UCC, qu'est-ce qu'on fait en UCC? On reçoit quel type de malade? Quelles sont les indications d'hospitaliser quelqu'un en UCC? Et est-ce que vous pensez que pour un patient qui a une maladie à corps de Lévy, il peut y avoir un risque d'hospitalisation en UCC avec des patients pour qui finalement on a l'impression d'avoir été plus délétères que bénéfiques? Alors ma question est large, mais la réponse le sera tout autant. Ouais, donc les UCC, elles ont été créées, c'est ça, par leur décret de 2008, donc ça fait maintenant déjà 14 ans. À l'UCC, on accueille donc l'objectif de l'UCC, donc c'est unité d'hospitalisation. Ça fait partie des SMR, donc c'est des soins moyenne durée. La durée moyenne d'hospitalisation, elle est censée être de 1 mois à peu près, un petit peu moins. Et à l'UCC, l'indication, c'est vraiment les troubles du comportement. Donc, pas les troubles cognitifs, pas le problème d'avoir des troubles visuospatiaux et pas non plus la perte d'autonomie, c'est-à-dire pas l'incontinence. Ça, c'est pas des motifs d'entrée à l'UCC. Mais les motifs, c'est les troubles du comportement, donc les hallucinations, la dépression, les crises d'angoisse, les idées délirantes. Ça, c'est des indications d'hospitalisation à l'UCC quand elles sont devenues trop gênantes et que les premières lignes d'essais thérapeutiques à la consultation mémoire, à l'équipe mobile, par les médecins traitants, finalement, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait proposer là à la maison et que ça devient trop gênant pour le patient, pour l'entourage ou pour l'environnement autour ou pour l'équipe de l'EHPAD. Quand le patient que ça devient trop gênant, trop perturbateur pour lui ou pour les gens qui l'entourent. C'est pour ça qu'on rentre en UCC. Et à l'UCC, on fait des adaptations, comme j'ai dit tout à l'heure, et non médicamenteuses, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des adaptations, des activités occupationnelles, des adaptations de l'environnement, pour canaliser les troubles du comportement. Par exemple, quand le patient ne se reconnaît pas dans le miroir et que ça l'angoisse, on couvre le miroir avec un drap, des feuilles de magazine. Quand le soir il s'angoisse, peut-être que la musique qu'il aime bien, ça l'apaise. Et donner ces petites astuces pour ensuite, à la maison ou à l'EHPAD, ça se passe mieux. Et puis après, on adapte les traitements. Et c'est vrai que quand on a les patients sous les yeux, pour adapter des traitements avec des gros effets secondaires, c'est plus simple. Voilà ce qu'on fait à l'UCC. Est-ce que c'est moins sombre ce qui se passe derrière ces portes fermées ? Après, l'UCC, évidemment qu'on n'y vit pas. C'est censé être une élaboration du projet d'avenir et donc envisager ce qui est le plus adapté là, dans ce moment-là de la maladie pour le patient. Après, est-ce qu'il y a un risque pour le patient? C'était ça l'autre question. Moi, je pense que c'est surtout une chance pour le patient de passer à l'UCC. Après, est-ce qu'il y a un risque? Évidemment qu'il y a un risque. Parce qu'il perd ses repères qu'il avait à la maison, par exemple, ou à l'EHPAD. Donc ça, parfois, c'est très, très déroutant pour le patient et ça le rend plus confus. C'est et ça le perturbe. Et donc, parfois, ça les rend bien plus aggravés. Ça démasque aussi, parfois, des troubles cognitifs bien plus sévères que ce qu'on imaginait à la maison. Et donc, les familles, elles tombent de haut parce qu'elles se rendent compte que le patient, en fait, est beaucoup moins bien dans un autre environnement. Et donc, ça, l'important, c'est surtout d'expliquer à la famille ce qui se passe. Et puis parfois, évidemment, quand on teste des traitements, ça aussi, c'est important de prévenir l'entourage et les patients. Parfois, on teste des traitements, on ne sait pas trop comment les patients vont réagir. Donc, parfois, il y a aussi un risque que ça aille moins bien après le traitement. L'enjeu, c'est que ça se passe quand même un petit peu mieux à la fin de l'UCC. Je suis assez d'accord pour dire que c'est une chance de rentrer en UCC. Après, mon autre question, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut rentrer à l'UCC après un séjour hospitalier ou est-ce que finalement on peut rentrer directement du domicile à l'UCC? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Et puis, on sait que 85% des UCC sont tenus, entre guillemets, par les gériatres. Et est-ce que finalement, le fait d'être patient jeune va faire qu'on va avoir plus de difficultés finalement à avoir une place en UCC parce que, en tant que gériatre, je ne vais pas avoir forcément tendance à accepter d'emblée un patient qui va avoir 50 ou 55 ans avec en plus l'état physiologique qui va avec cet âge-là. Ouais, alors sur la première question, les UCC au départ elles ont été créées pour à manière un peu plus préventive et éducative, donc avec des patients plus légers, avec des troubles du comportement encore assez légers, pour envisager que la vie ensuite à la maison ou à l'EHPAD elle se passe mieux. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec la démographie, les patients qui sont la population qui vieillit, on en a de plus en plus de patients. Et donc aujourd'hui, à l'UCC, on prend surtout des patients qui sont explosés sur le plan du comportement, qui sont très sévères. Et ça, c'était peut-être pas l'indication initiale des UCC. Aujourd'hui, on hospitalise les patients en crise, pas du tout dans un état chronique qu'on voudrait améliorer. Donc probablement que l'indication de l'UCC elle a un petit peu changé ces dernières années parce que la typologie des patients, les parcours de soins font qu'on a les patients en crise. Et donc, est-ce qu'ils viennent du domicile ou de l'hôpital?
Est-ce que c'est mieux l'un ou l'autre? En tout cas, c'est mieux quand il y a déjà des choses qui ont été essayées, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, et qui ont déjà été évaluées pour éviter qu'on hospitalise des patients dont les troubles du comportement ne sont pas liés à une maladie neurodégénérative, qu'il y ait déjà eu un tri qui a été fait, et surtout qu'on ait éliminé une cause somatique de la confusion. C'est-à-dire, vous savez, tout nouveau trouble du comportement aigu comme ça, perturbateur, c'est de la confusion jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de somatique, même bon, si le mot est un peu vague, derrière. C'est-à-dire une infection, un infarctus, un AVC, peu importe. Il faut avoir éliminé quelque chose d'autre que la maladie juste qui évolue. Donc ça, c'est important que ce soit fait en amont de l'UCC. Et après, pour les patients jeunes, je pense que ça dépend beaucoup des filières de soins et des centres. Moi, j'ai été éduquée au Sherpen, où il y a un lien très fort avec l'hôpital neurologique et la filière des patients jeunes à l'hôpital neuro. Donc, au Sherpen, on n'a pas de limite d'âge au sein de notre filière comportement, que ce soit pour l'UCC, l'équipe mobile ou la consultation. Et évidemment, c'est sûr que les UCC, elles sont beaucoup tenues par les gériatres et que nous, au départ, on était formés surtout aux personnes très âgées. Il se trouve quand même que les patients jeunes, avec les troubles neurodégénératifs, ils deviennent vieux physiologiquement parce qu'ils développent beaucoup de syndromes gériatriques aussi, et qu'on a aussi notre plus-value dans leur prise en charge parce qu'ils se mettent à chuter, à être dénutris, et que ça devient quand même une prise en charge gériatrique malgré l'âge. Probablement qu'il ne devrait pas y avoir de limite d'âge sur les UCC. Et alors, il va y avoir un nouveau cahier des charges des UCC, normalement qui devait paraître fin 2023 avec une labellisation des UCC en 2024. Mais vous savez que les ministères ont été un peu mouvementés ces derniers temps. Et on a abordé une question à laquelle, bien évidemment, nous n'avons pas répondu. C'est quid du consentement à l'hospitalisation en UCC. Nous avons tout de même des patients qui ne sont pas forcément toujours d'accord pour entrer en UCC, et on sait qu'à ce jour, seuls nos amis psychiatres ont le droit de soigner les gens sans consentement. Alors je sais que tu ne pourras pas répondre, Jean-Michel, donc je me fais un plaisir de poser la question. Quel est ton point de vue là-dessus ? On est dans des failles du dispositif légal, c'est-à-dire que seuls les services de psychiatrie ont les autorisations pour des hospitalisations sans consentement, mais également pour les mises sous contention. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand un patient est hospitalisé sans consentement, il doit passer devant le juge des libertés avant le 10e jour. Et quand on fait des prescriptions d'isolement, nos prescriptions sont contrôlées toutes les 12 heures par le juge, et les prescriptions de contention sont contrôlées toutes les 6 heures. Donc on a vraiment un cadre de mise en place qui est extrêmement restreint. Ce n'est pas le cas en gériatrie. Donc ça nous amène à développer des alternatives à l'isolement et à la contention, parce que vous imaginez bien que quand on est de garde sur un établissement comme le Vinatier, si nous avons 10 patients sous contention, eh bien on passe notre nuit dans les unités à renouveler des contentions pour des personnes qu'on ne connaît pas en plus. Donc on fait très attention maintenant à ces mesures coercitives, on essaye de développer des alternatives, on a de moins en moins de chambres d'isolement. J'entendais il y a quelques mois un collègue neurologue qui déplorait le fait qu'on ne puisse pas hospitaliser des patients en psychiatrie parce que nous, on a des chambres capitonnées. En fait, c'est pas le cas. On n'a plus de chambres capitonnées et on peut plus isoler qui on veut, comme on veut, et mettre des contentions comme on veut. C'est presque plus facile de mettre en place ce type de mesures en gériatrie et en neurologie. Donc voilà, après, il faut être pragmatique. Il faut bien fermer les unités. On a affaire à une population qui est fragile, qui risque d'errer, qui risque de se perdre. Et donc, c'est également une mesure de protection, cette restriction des libertés. Et donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des privations de liberté dans les UCC et puis également dans les EHPAD, à condition, bien sûr, que ça soit contrôlé un minimum. Voilà la réponse que je peux te donner. Tu pourrais être ministre. Il n'y a pas de souci, tu sais répondre aux questions. Et avant de donner la parole à la salle, parce qu'on nous a dit que nous avions quand même le droit de déborder d'un quart d'heure, je n'exagère pas. Il reste 10 minutes. J'ai juste une dernière question avant de passer la parole à la salle. Vous avez parlé des UHR. Vous en avez cette expérience. L'UHR, globalement, il y a, on va dire, un peu plus de ratio de personnel, du personnel mieux formé, qu'il soit médical ou pas.
Est-ce que vous pensez que c'est un système qu'il faut développer? Est-ce que finalement c'est un lieu pour quelques résidents privilégiés? Moi, si je prends mon département de la Dordogne, nous avons deux UHR de 14 lits pour le département. Ou est-ce que finalement on ne peut pas le vivre aussi comme un endroit où on va commencer à diffuser une manière de bien faire qui petit à petit dans les établissements alentours pourra diffuser de manière osmotique, espérons-le. Quel est votre sentiment là-dessus? Et après, il y aura la parole à la salle. Je crois que les UHR, c'est aussi un peu le défaut du fait du manque de moyens en EHPAD, enfin, à mon avis, dans le sens où il y aurait déjà des infirmières de nuit en EHPAD, ce serait beaucoup plus facile de pouvoir, à la limite, apporter une expertise s'il y a un changement comportemental. Et je ne sais pas si c'est l'avenir de développer ce genre d'unité ou si c'est l'avenir plutôt de renforcer le médico-social pour éviter les ruptures de parcours. Voilà, je n'ai pas d'avis foncièrement là-dessus, mais voilà, moi je pense quand même qu'on pourrait... renforcer le médico-social permettrait d'éviter beaucoup des ruptures de parcours. Alors, dans son rapport, l'IGAS préconisait de ne pas développer d'autres UHR. Merci beaucoup à tous nos experts pour le point de vue et le point de vue des aidants. Docteur Doré a une dernière chose à dire. Une chose à rajouter concernant les UCC. On a posé la question des effets secondaires. C'est pas toujours facile de poser une indication d'hospitalisation en UCC parce qu'il peut y avoir une perte de repère qui va augmenter les troubles du comportement et paradoxalement conduire à la prescription de molécules inappropriées, même si on essaye de faire le mieux possible. Mais à contrario, ça peut être aussi un temps qui permet d'expérimenter autre chose au sens noble du terme, dans le sens où très souvent l'UCC fait penser à la maison de retraite, à l'EHPAD. Il y a tout un mécanisme de préparation psychologique vis-à-vis des orientations en EHPAD. L'avantage de l'UCC, c'est que c'est réversible. Il y a un début et une fin. Quand on rentre en EHPAD, il y a un début et c'est bien rare de revenir à la maison ensuite. Et donc, je pense que c'est aussi un moment, un lieu à mettre à profit justement pour préparer psychologiquement l'orientation en EHPAD, peser le pour, peser le contre. C'est important de reprendre peut-être tout ça avec un psychologue du côté des aidants, mais ça permet également d'observer les patients parce que chez certains d'entre eux, on s'imagine que l'orientation en EHPAD sera extrêmement mal vécue, avec un vécu de peut-être un conflit de loyauté du côté des aidants, une angoisse également d'abandonner son proche, et on se rend compte que ça ne se passe pas si mal que ça. Et donc c'est important aussi de s'appuyer sur ces hospitalisations en UCC pour préparer l'avenir et voir comment la personne va supporter le fait de vivre dans un autre lieu que le domicile. Il faut vraiment le mettre à profit aussi avec cet objectif-là. Merci Jean-Michel. Maintenant, nous avons un temps de questions-réponses avec la salle, donc n'hésitez pas à vous jeter dans l'arène au sens figuré. Une question devant. Après, madame derrière, ne désespérez pas. Bonjour, je suis aidante. Mon mari a la maladie à cœur de Lévy depuis environ 5 ans, même peut-être 6 maintenant. On a été amené à changer de généraliste qui est parti en retraite, donc il y a à peu près 2 ans. Et je suis allée voir plusieurs généralistes qui ne connaissaient pas cette maladie. Et à chaque fois, j'étais obligée d'expliquer ce que c'était. Enfin bon, c'était assez compliqué. Donc ma question, c'est quand est-ce que les généralistes vont être formés correctement, les pharmaciens également, les kinés également, parce qu'on se sent très seul. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprennent pas trop pourquoi on est là. C'est toujours très difficile d'expliquer toutes ces fluctuations. Moi, j'avoue que j'ai du mal des fois, parce que par moments, les gens me disent « mais non, il est bien ». Et puis en fait, non, il n'est pas bien. Enfin, il le voit bien parce qu'il le voit 5 minutes. Mais c'est très difficile en fait de se sentir soutenu. Et puis les médecins pourraient nous aider à trouver les parcours de soins parce que souvent ils connaissent pas les sigles divers et variés, SSIAD, APA, ESA, enfin bon, tous ces sigles abominables. Moi, j'ai mis 1 an à comprendre de quoi il s'agissait, enfin par moment. Tout ça pour après faire des tonnes de dossiers pour des aides. Et à la fin, on me disait, ben non, vous êtes au-dessus
au-dessus de, comment dire, vous ne pouvez pas avoir d'aide parce que vous êtes au-dessus. Voilà. Donc, tous ces dossiers que j'ai passé un temps fou, moi, j'avoue que ça m'a renforcé ma dépression, parce que moi, je suis sous antidépresseur, et j'en perds la tête par moments. C'est trop compliqué. Voilà. Qui veut Merci. donner son sentiment ou apporter une réponse? Et est-ce que vous avez pu avoir une consultation spécialisée de mémoire, par exemple? Alors, effectivement, mon mari a eu de la chance. Je pense que j'ai beaucoup œuvré dans ce sens parce que moi, j'aime bien anticiper, j'aime bien me renseigner. Donc, il a eu... tout de suite, je l'ai amené à une consultation de mémoire parce que le premier symptôme que j'ai constaté, c'est qu'il mélangeait des mots, il transformait des mots, il disait des mots à la place des autres. Donc, là, il a eu la consultation mémoire. Je suis désolée, parce que comme on a très peu de temps d'échange, mais en fait, l'avantage normalement, c'est que la consultation mémoire, comme on l'a dit, peut vous ouvrir les portes après vers d'autres filières. Et comme on disait notamment, les évaluations à domicile, c'est typiquement là où il peut y avoir au sein des équipes mobiles la venue d'une assistante sociale, d'une ergothérapeute et qui peut vous aider à mettre en place des choses. Sur 2 ans, quoi, parce que ça a traîné beaucoup. Même l'APA, il est JIR3, mais ça a duré 2 ans avant d'avoir un rendez-vous, etc., etc. Donc, tout ça, je l'ai fait ergothérapeute, mettre un Stana. C'est la longueur que ça a pris qui vous a épuisé, la longueur, en fait. Et puis le nombre de coups de téléphone, de rendez-vous. Et la lourdeur administrative. Oh là là, la lourdeur administrative, n'en parlons pas. Après, je crois que de manière plus générale, il y a un dispositif qu'on n'a pas évoqué, qui sont les plateformes d'accompagnement et de répit, oui, et qui sont là justement où il peut y avoir des temps de psychologues, d'assistantes sociales, elles ont l'avantage de connaître leur territoire et de pouvoir aider dans le parcours autant que faire se peut, même si l'idéal n'existe pas, autant que faire se peut chaque patient et chaque aidant. Je suis d'accord avec vous, ce que j'ai fait, mais malheureusement, ça m'a donné plus de travail encore, parce qu'il me donnait des listes de choses à faire. Appeler un tel, j'avais des tas de numéros. Donc, en fait, ça me rajoutait sans arrêt de l'administratif. Rien n'est Ça m'a pas vraiment aidé. Rien n'est simple, mais je pense que ça peut être des outils très intéressants. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. Bonjour, je suis le docteur Bentabak, je suis médecin en EHPAD. Donc je suis médecin en EHPAD, docteur Bentabak. Je voulais juste vous faire un retour sur mon expérience en tant que médecin coordonnateur et médecin traitant. C'est vrai qu'on a souvent cette difficulté d'avoir recours à l'UCC, en sachant que les patients qui sont prioritaires sont les patients au domicile, hein, ça c'est ce qu'on comprend aussi, puisqu'on se dit que tant que les résidents ils sont en établissement, donc ils sont un peu en sécurité. Mais le problème, c'est que nous, on a souvent cette difficulté dans la gestion des compensations du comportement, avec la nécessité d'avoir ne serait-ce que soit un conseil thérapeutique, ou alors de mettre le résident justement en milieu adapté pour pouvoir faire justement cette adaptation thérapeutique qui ne peut pas se faire en EHPAD. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a comme projet d'augmenter le nombre du CC, en sachant qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sectorisation, et puis les délais qui sont longs. Quel est le projet aujourd'hui par rapport à ces UCC, aux équipes mobiles? Aujourd'hui, on a aussi recours à de la téléexpertise. Alors, le problème de la téléexpertise, c'est qu'on a en fait, le résident, il n'est pas vu par le médecin. Voilà, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire combien même le diagnostic est fait, je veux dire, ce n'est pas plus simple. Et d'autant plus que quand il y a le problème, ce qu'on disait tout à l'heure, de la fluctuation au niveau de la vigilance. Et on se retrouve parfois avec des patients, des résidents, puisque voilà, qui, justement, pour qui, par exemple, on va mettre une contention, qui vont avoir un moment de lucidité, ils vont vous dire non, je ne veux pas, là, vous êtes en train de m'attacher. Il y a aussi souvent la question éthique. Donc voilà, juste pour dire qu'en EHPAD, ce n'est pas toujours plus simple. Le docteur Grange va vous répondre. Granger.
Merci pour ce retour en EHPAD. Évidemment que j'imagine c'est très très difficile de gérer une UVP avec des patients qui décompensent sur le plan du comportement. Et j'en suis bien consciente et j'en suis bien désolée que je puisse pas prendre autant de patients au sein de l'UCC, voilà, bon, et avec des délais souvent très longs. Je ne sais pas si le projet c'est d'augmenter le nombre d'UCC sur le territoire. On aimerait tous ici. Probablement que déjà si on arriverait à mieux les faire tourner, ce serait plus simple. Et donc ça c'est ce dont on a déjà parlé le docteur Doré. On a un gros souci de lit d'aval dans le médico-social avec des lits adaptés dans des unités adaptées et un financement social, quoi. Voilà, ça ce serait déjà une grande avancée pour pouvoir faire tourner nos unités, d'avoir des lits d'hébergement d'aval. Et ensuite, c'est très difficile de travailler en UCC, hein, comme c'est très difficile de travailler en UVP. Les équipes, elles tournent beaucoup parce que c'est extrêmement exigeant, mais ça, vous le savez vous-même en travaillant en UVP. Donc, c'est très difficile de recruter. Actuellement, à l'UCC des Charpennes, on a encore 2 postes vacants d'infirmiers sur 5. Donc, c'est très compliqué d'ouvrir des lits parce que personne n'a forcément envie d'y travailler parce que c'est très difficile. Donc, je crois qu'il y a aussi un gros effort politique de mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler en UCC et puis ensuite les moyens qu'il faut pour pouvoir recruter dans les unités adaptées, dans les hébergements. Mais évidemment qu'on aimerait tous pouvoir augmenter les capacités d'accueil de ces patients-là. Ensuite, sur la question de la téléexpertise, on donne parfois des conseils à distance. Ce serait réduire les troubles du comportement juste à une réponse thérapeutique médicamenteuse. Parfois, évidemment, j'imagine bien que vous êtes nombreux dans les médecins en EHPAD à pas bien savoir manier les psychotropes parce que c'est des molécules compliquées, mais il ne faudrait pas croire que le trouble du comportement il se soigne juste avec des médicaments. Il y a souvent aussi plein d'autres choses qui se jouent dans l'environnement, dans l'histoire de vie du patient, dans les relations qu'il a avec les soignants aussi à l'EHPAD, qui pourraient être traitées. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important qu'il y ait ces dispositifs d'équipe mobile qui viennent voir ce qui se passe au sein de l'équipe, au sein de l'environnement. Hein, la réponse, elle n'est pas que médicamenteuse. Et la téléexpertise, elle réduit un petit peu ce problème-là. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Merci. Il y avait madame qui lève la main désespérément depuis tout à l'heure. Ça sera la dernière question. À gauche, madame à gauche. Ah, il y avait Brice. Donc, moi, je suis une malade, entre guillemets, jeune. J'ai été diagnostiquée à 53 ans. Aujourd'hui, j'en ai 64. Et j'étais 10 ans en errance médicale, c'est-à-dire à partir de 40 ans. Bon, j'ai une chance inouïe, c'est que le professeur Blanc a repris mon dossier quand j'avais 53 ans, a fait toutes les recherches possibles et j'ai été enfin diagnostiquée. Et donc, je trouve que nous, les malades jeunes, les neurologues ne pensent pas à la maladie à corps de Lévy parce que c'est une maladie de vieux, quoi. Voilà, j'ai l'âge de beaucoup d'aidants, mais par contre, je suis malade depuis 10 ans. Et j'ai l'impression qu'on nous oublie. Moi, j'ai une chance parce que j'ai eu un traitement à l'âge de 53 ans. Je suis toujours au stade prodromal, mais je pense que c'est grâce à ce traitement que me donne le professeur Blanc depuis 11 ans. Mais je pense que si je n'avais pas été diagnostiquée, parce qu'auparavant, pendant 10 ans, j'ai été suivie par un neurologue au sein de l'hôpital de Strasbourg, qui était un professeur. Et un beau jour, il m'a dit « Madame, je ne peux plus rien pour vous ». Et il est parti à reculons dans le couloir de la neurologie et il m'a plantée jusqu'à ce que je fasse un AVC et qu'à ce moment-là, j'étais paralysée d'un côté, je ne pouvais plus parler. Et ma fille, qui était étudiante infirmière, savait que je ne voulais plus être suivie par ce neurologue. Et là, j'ai eu une bonne étoile, ça a été le professeur Blanc qui a tout repris. Voilà, et je le remercierai toujours. Et voilà, c'est ma. Je pense qu'on en revient sur la problématique du diagnostic, mais merci de votre témoignage. Docteur Lorenz, très rapidement. Oui, bonjour, Brice, neurologue à Bordeaux. Je voudrais juste réagir à une intervention et puis après évoquer quelque chose qui n'a pas encore été évoqué. La première chose, c'est effectivement les médecins généralistes ne connaissent pas assez la maladie à corps de Lewy. Le problème, c'est que tous les médecins généralistes ne pourront connaître toutes les maladies dans tous les domaines de la médecine. Et donc, je crois qu'effectivement, il faut travailler pour que les généralistes connaissent la maladie à corps de Lewy, mais il faut surtout travailler à ce qu'ils gardent l'esprit ouvert et qu'il y ait des outils pour que rapidement, ils puissent apprendre l'existence de cette maladie et ses symptômes principaux et sa prise en charge, comme le fait la 2MCL, parce que ils ne peuvent pas, les généralistes, connaître toutes les maladies dans toutes les surspécialités. Donc, il faut surtout travailler à l'ouverture d'esprit des généralistes et qu'ils puissent avoir, comme le fait la 2MCL, en 3 clics, des informations sur la maladie et des contacts et des références sur sa prise en charge.
Le deuxième point que je voudrais évoquer, qui n'a pas encore été évoqué, qui me paraît moi très important dans le parcours de soins, ce sont tous les accueils temporaires, que ce soit de l'accueil de jour ou les hébergements temporaires en EHPAD, aussi bien depuis le domicile que depuis les sorties d'hospitalisation. Moi, je m'en sers beaucoup. Je trouve que c'est très bénéfique parce que ça permet de sortir de l'hôpital plus vite, mais de faire un sas de décompression après l'hospitalisation avant la maison. Ou alors, ça permet de prévenir les hospitalisations en UCC parce qu'il y a toute une composante des troubles comportementaux qui sont induits par l'épuisement de l'aidant. Et si on soulage l'aidant par des séjours temporaires à l'accueil de jour ou à l'accueil temporaire de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on prévient les hospitalisations plus lourdes en UCC ou les institutionnalisations définitives. Et je trouve que ces accueils temporaires-là ne sont pas assez mis en valeur. Et alors qu'il y a des aides pour financer, il y a ce qu'on appelle l'hébergement temporaire d'urgence, en sortie d'hospitalisation, l'ARS peut payer 15 jours, renouvelables 15 jours, en EHPAD, avant le retour à la maison, pour faire ce sas de décompression. Et ces accueils temporaires, à mon sens, ils doivent être beaucoup plus développés et beaucoup plus diffusés, parce que c'est un élément qui, je trouve, est un élément de prévention de l'hospitalisation et de l'institutionnalisation. Et les services de l'APA peuvent financer jusqu'à 48 jours d'hébergement temporaire par an. On va s'arrêter là. Je vous propose de continuer à échanger tout en mangeant. Et vraiment un grand merci à tous nos experts pour leur point de vue.